ravi d'accueillir avec moi aujourd'hui Alban Charrier pour Union sociale de l'habitat, Julien Baumgartner, avocat, Claude Pouet pour l'ARC et Marie-Laure Falque-Masquet pour l'AREC. C'est vous qui allez ouvrir cette conférence par une table ronde. Peut-être un petit tour de table pour présenter qui vous êtes et ce que vous représentez, si vous voulez bien. Par qui on commence? Alban, pardon. Oui, bonjour, donc Alban Charrier, responsable des politiques techniques à l'USH, l'Union sociale et la Confédération qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux sur le territoire national. Merci Alban. Julien? Oui, bonjour à tous. Julien Baumgartner, avocat spécialisé en droit immobilier et notamment en droit de la copropriété. Claude? Donc Claude Pouet, responsable technique de l'Association des responsables de copropriété. Et Marie-Laure? Oui, bonjour. Donc Marie-Laure Falque-Masquet de l'AREC, qui est le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Voilà, on est ravis, Marie-Laure, de vous avoir avec nous. C'est la première fois d'ailleurs que vous venez sur le grand circuit. Je suis ravi bien sûr d'avoir l'ensemble de ces participants. D'ailleurs, on a la chance donc finalement d'avoir deux personnes qui représentent aussi d'un côté l'habitat privé et l'habitat social. Alors peut-être on avait prévu, Claude, de commencer par toi. C'est sur les nouveaux usages dans les parties communes, parce que finalement toi c'est plutôt les parties communes qui te concernent. Les nouveaux usages en copropriété, quels sont-ils? Voilà, oui, bonjour. Oui, donc là, je vais représenter l'habitat privé, et donc les copropriétés et plus particulièrement les parties communes des copropriétés qui sont donc gérées par le conseil syndical. Donc, un premier point de développement depuis plusieurs années, c'est la fibre optique. Donc, les copropriétés individuellement doivent voter en assemblée générale une convention d'installation de la fibre optique en consultant les opérateurs qui proposent ce service. Et je pense que du fait de la crise Covid-19, le mouvement va s'amplifier chez nous parce qu'on a vu qu'il y avait de gros besoins en télétravail, en télémédecine, en télédivertissement, parce que les jeunes qui étaient chez eux, ils avaient besoin, ils consultaient des vidéos, des jeux, gourmands en bande passante de fibre optique, de haut débit. Donc, je pense que ça va devenir un élément qui va accentuer le déploiement de la fibre optique de manière à ce que les copropriétés soient branchées sur des réseaux à haut débit. Deuxième sujet d'actualité, c'est le déploiement des voitures électriques, enfin des bornes de rechargement de véhicules électriques. Ça aussi, c'est un sujet qui prend forme, qui préoccupe beaucoup de copropriétés, en sachant que la loi LOM, je crois qu'Enedis va y revenir tout à l'heure, mais la loi LOM, la loi sur l'orientation des mobilités, pousse à ce que les copropriétés inscrivent à l'ordre du jour le plan d'installation de bornes de recharge électrique ou plus exactement du réseau d'infrastructures permettant d'accueillir les bornes de recharge électrique sur les places de parking. Voilà donc un deuxième sujet technique qui se développe dans les copropriétés. Troisième sujet, c'est ce que dans l'annonce de cette table ronde, vous appelez smart building, c'est-à-dire la possibilité, et là je rejoins plus l'aspect copropriétaire ou résident, on va dire, dont parlera Alban Charrier tout à l'heure, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de données individualisées sur le chauffage, avec l'individualisation des frais de chauffage, sur l'eau, avec la télérelève,
sur voilà, un certain nombre de données de consommation sur Linky sur l'électricité et qu'on aimerait que les résidents commencent à vouloir centraliser, ne pas avoir à aller relever le compteur, j'exagère, mais à peine. Donc, il y a ce besoin aujourd'hui d'avoir une base de données sur nos consommations et surtout derrière pouvoir agir sur ces consommations, pouvoir les réduire, pouvoir les optimiser. Donc voilà, trois axes forts de développement technique dans les copropriétés aujourd'hui. Est-ce qu'Alban, on peut partager dans l'habitat social finalement cette vision de l'habitat privé aujourd'hui? Oui, on est très similaires. De toute façon, un bâtiment qui soit social ou privé a la même fonction. Donc on retrouve, je vais paraphraser Claude assez souvent, on retrouve les mêmes nouveaux usages. La fibre optique, bien évidemment. Alors la fibre optique, dans le domaine du logement social, on a plutôt déjà développé et équipé nos immeubles, puisque les bailleurs, pour beaucoup, ont fait des consultations sur l'ensemble de leur parc. Donc nous, on a plutôt passé cette étape-là. Donc nos bâtiments sont plutôt tous équipés de fibre optique. Et donc avec les mêmes usages, les mêmes usages que pouvait exprimer présenter Claude et qui ont été utiles pendant cette période de confinement. Sur la partie RVE, donc effectivement l'installation des recharges pour véhicules électriques, on est nous aussi au balbutiement de la démarche, on commence à avoir des demandes ponctuelles. Après, il est probable que nos habitants ne soient pas la première cible des véhicules électriques. On a plutôt des habitants qui ont un taux de véhicules qui peut être inférieur à la moyenne nationale, mais c'est quelque chose qui commence à se développer. Et effectivement, comme pouvait l'expliquer Claude, la loi LOM a amené des modifications sur la construction neuve et sur les bâtiments existants. Les décrets sont en cours de concertation, ils ne devraient pas trop tarder. Et donc, c'est un usage qu'on commence, nous, à intégrer à la fois dans nos réhabilitations et dans la construction neuve. Après, sur le troisième axe que présentait Claude et qu'on retrouve aussi, où là, on a pas mal d'expérience sur ces sujets-là, c'est effectivement le smart building avec la gestion de la donnée pour mieux gérer les consommations énergétiques de nos bâtiments, principalement sur ce sujet-là. Certains bailleurs développent des projets de recherche pour associer l'intelligence artificielle au relevé de données pour pouvoir adapter comme il se doit nos équipements de production de chaleur ou de CS. Et un autre axe qui a été peut-être pas abordé par Claude, mais qui nous se développe de manière très significative sur notre parc, grâce à la fibre optique et grâce à ces nouveaux usages, c'est l'accompagnement des personnes âgées pour qu'elles restent à domicile. Des informations, des apports de services, mais aussi de la télésurveillance. Et enfin, avec la fibre optique, dans certains territoires, on peut nous développer la vidéosurveillance. Oui, en termes d'usage, on voit qu'aussi le télétravail, il y a 8 millions de personnes quand même qui ont été en télétravail. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des nouveaux aménagements qui ont été faits des nouvelles demandes qui ont été faites dans les logements? A priori, nous, dans notre parc, la plupart des immeubles sont équipés de la fibre optique sur la partie collective. Donc après, chaque habitant peut se relier ou non à la fibre collective. Donc, comme nos bâtiments sont en très très grande majorité équipés de la fibre, on n'a pas eu de sujet particulier sur ce point-là. Ouais. Alors que dans l'habitat privé, on voit, puisque alors s'il y a un sujet que j'ai oublié, je devrais me taper sur les doigts, mais je vais le faire. C'est, si vous voulez, dans l'habitat privé, on le voit parce que les personnes sont en train de préparer les ordres du jour de l'Assemblée générale et on relève que cette préoccupation sur la fibre optique, parce qu'ils ont rencontré ces difficultés. Ce que j'ai oublié de rajouter, l'élément nouveau, c'est que l'ordonnance du 20 mai 2020 prescrit l'organisation d'assemblées générales numériques, c'est-à-dire la possibilité pour les copropriétaires de participer à une assemblée générale à distance. Mais qui veut dire à distance? Ça veut dire que la copropriété doit s'équiper, ou le syndic ou la copropriété, enfin je ne sais pas où ça se passe, mais en particulier les copropriétés gérées par des syndics bénévoles, il faut qu'elles s'équipent, il faut qu'elles puissent voir qui c'est qui est à distance, avoir la certitude que c'est les bonnes personnes. Il y a aussi donc ce besoin que j'ai oublié, merci de me permettre de rattraper cet oubli, ou ce besoin de, si vous voulez, de communication
communication à distance, d'assemblée générale à distance qui viennent d'être prescrites par l'ordonnance du 20 mai. On peut imaginer que aussi le locataire dans les bailleurs, parmi les bailleurs, ils vont pouvoir faire des visios directement avec le bailleur depuis leur logement plutôt que de se rendre chez le bailleur pour avoir une discussion. En tout cas, on voit que la visio peut se généraliser, non? Est-ce que déjà, pendant la phase de confinement, il y a eu, les bailleurs ont développé depuis déjà pas mal d'années des extranets qui permettent, alors pas visuellement, mais qui permettent déjà des échanges par mail ou par courrier électronique. Beaucoup de bailleurs ont des systèmes de centres d'appel pour répondre aux questionnements de nos locataires, au moins par téléphone. Mais effectivement, aujourd'hui, on a tous compris que la visioconférence fonctionne très bien et on a des solutions simples pour le faire. Alors, pour faire tourner d'évolution. Pardon, Alban. Pour faire tourner la parole, mais on va arriver aussi à vous, Marie-Laure. Pour Julien, si on regarde effectivement l'explosion des données, parce que quand on parle des nouveaux usages, c'est qu'il y a des données un peu partout qui circulent. Bon, il y a eu le RGPD qui est passé par là, cette réglementation. Aujourd'hui, fibre optique, véhicules électriques, vidéosurveillance, en termes de droit, est-ce que ça change aussi la manière dont on vit dans le logement? Alors, c'est vrai que c'est des questions qui se posent et qui sont, à mon avis, pas vraiment encore résolues. On l'a vu par exemple sur comment sont traitées les données dans une copropriété. On a pris un exemple récemment qui était celui des travaux en présence dans une période de déconfinement avec est-ce qu'il y avait des copropriétaires qui étaient contaminants, et est-ce qu'on devait avoir cette information, est-ce que le syndic avait le droit de la récupérer pour la donner aux entreprises pour qu'ils prennent les mesures, est-ce qu'il avait le droit de les prendre et d'informer les entreprises par exemple qu'il y avait effectivement des gens qui étaient à risque et que donc ça nécessitait des protections. Et on s'est aperçu c'était une application Stop Covid au niveau de la copropriété avant l'heure finalement. Voilà, et on s'est posé la question, on n'a pas vraiment la réponse parce qu'en fait le syndic avait des obligations d'information par rapport aux entreprises, mais il n'avait aucun droit évidemment sur la vie privée des copropriétaires qui étaient en contact des entreprises. Et donc on s'est dit il faut mettre en place un système de communication mais qui soit très protecteur de la vie privée. Et c'est vrai que tous les développements numériques actuels vont à l'encontre de la protection de la vie privée. Et là, on a été confronté à des cas sur lesquels on n'a pas vraiment la réponse encore parce que on ne sait pas trop qui a le pouvoir, qui a le droit, et est-ce que même on peut mettre en place ce genre de système qui contrôle les données au sein de la copropriété. Ouais. C'est pas évident. Est-ce que vous vous êtes saisi en tant qu'avocat déjà par des cas comme ça dans le logement de gens qui se posent des questions sur la vie privée, sur l'usage des données? Alors, on a été saisi justement, effectivement, parce qu'il y avait la question de la reprise des travaux dans les copropriétés qui avait été interrompue par le confinement. Et qui se posait, est-ce que les entreprises, alors déjà les entreprises avaient des obligations elles-mêmes de mise en sécurité de leurs salariés, mais les salariés, notamment dans des travaux qui se font dans des parties communes intérieures, par exemple des cages d'escalier, voire dans des parties privatives, par exemple sur des balcons parce qu'on fait des travaux de ravalement, jusqu'où devait aller éventuellement, est-ce qu'il y avait même un droit à l'information de l'entreprise pour savoir si elle pénètre dans une partie privative, si par exemple il y a eu ou il y a une personne contaminée et éventuellement contaminante. Comment traiter ce droit de l'information? Pour l'instant, on a dit qu'il fallait surtout ne rien mettre en place de trop formel parce que effectivement il y avait trop de risques à ce que on pénètre la frontière, enfin on casse la frontière entre la vie privée et ce qui est tolérable. Et donc ça a été un des premiers cas dans lequel on a dû essayer de trouver une solution qui est plutôt une solution, on va dire, de compromis à l'amiable. On compte sur les gens pour s'informer, se parler, tout ça, parce que sinon, le syndic, par exemple, n'a pas le droit de demander ces informations, il n'a pas le droit de les assembler, il n'a évidemment pas le droit non plus d'ailleurs de les donner. Oui. Au niveau de la région, Marie-Laure Falque-Massé, finalement, quand on préparait cette conférence, cette table ronde, vous disiez oui, la région, là on parlait de nouveaux usages, la région est branchée rénovation.
c'est le fer de lance. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir aussi à travers cette rénovation, ça va permettre l'émergence de nouveaux usages dans la copropriété? Ah, on vous entend pas. Il faut ouvrir le micro, Marie-Laure. En bas à gauche. Si j'active pas le micro, ça ne marche pas, Voilà, ça ne désolé. marche pas. Oui, tout à fait. La région a un prisme rénovation. Alors, on entend aussi souvent parler de la région comme tout à fait aussi dans la relance des énergies renouvelables, mais aussi beaucoup sur la rénovation thermique des bâtiments. La région accompagne aussi pas mal les copropriétés, notamment avec son véhicule financier Île-de-France Énergie, hein, que vous connaissez. Rénovation, et puis avec différents programmes d'action, de soutien en fait, qui ont été mis en place, et en fait en rapport avec les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, dans ce que la région appelle la Smart Région. Alors évidemment tout est smart maintenant, mais là il y a vraiment une volonté en fait d'accompagner à la fois la construction, la rénovation durable, mais aussi le numérique. Donc il faut savoir qu'il y a eu un plan écologique à l'horizon 2024 qui était sorti là, en 2019. Et puis, à l'aune de cette crise du Covid, il y a un plan de relance économique, écologique et solidaire qui sort là, c'est dont l'acte 1 en fait va sortir avec des aides aux entreprises qui se chiffrent en millions d'euros, et des aides surtout sur la construction durable, sur le numérique, sur les innovations qu'il peut y avoir dans le logement, mais également sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Oui, parce que on entendait hein, finalement la sauvegarde de Renault sur lequel il y a 5 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Mais en tout cas, c'est pas les seuls hein, qui vont bénéficier de ces plans de relance. C'est conditionné aussi au développement fort des bornes de recharge électriques. Et ça, quand on avait préparé d'ailleurs la conférence, on n'en parlait encore pas trop, me semble-t-il. Et donc du coup, ça va beaucoup changer. L'IRVE va peut-être exploser à la fois dans les copropriétés, dans le logement social, parce que ça va être poussé par le législateur et par les constructeurs. Oui, tout à fait. Alors, on a des expérimentations aussi, expérimentation, je ne sais pas si le mot est juste, en Île-de-France, justement, sur les bornes de recharge. En fait, aussi déjà en résidentiel collectif, il y a une expérimentation qui s'appelle Bienvenue, hein, qui est coordonnée par Enedis, dont vous avez peut-être déjà parlé dans ce grand circuit. Vous allez peut-être en parler, je ne sais pas, mais je ne pense pas aujourd'hui. Ils interviennent tout à l'heure, Enedis. Hein. Voilà, ils vont peut-être en parler justement. Oui. Donc, ce n'est pas la seule expérimentation, mais celle-ci est effectivement une expérimentation Smart Grid, Smart Building, en fait, qu'on avait repéré. Hein, on a fait un repérage en fait de des opérations Smart Grid en Île-de-France, qui en fait ne cessent d'ailleurs de se développer. Et qui, je pense, effectivement, vont se développer encore plus à la faveur de ce qui a lieu en ce moment, et puis pas que d'ailleurs, aussi à la faveur du développement du numérique qui intervenait déjà auparavant. Oui. Au niveau, là, vous parliez tout à l'heure de plan de relance numérique ou innovation. Ça concerne quoi exactement au niveau de la région ? Alors écoutez, il y a quatre axes, mais en tout cas, il y a un axe sur des aides aux entreprises et à l'innovation, hein, avec 640 millions d'euros qui peut intéresser. Il y a un axe aussi particulier sur ce qui concerne plus la relance écologique et participative, et donc la mobilité et les transports. Donc là, c'est plus de 200 millions d'euros pour 2020. Donc, acte 1 du plan de relance qui vient juste d'être annoncé. Oui, donc, ça s'était annoncé. C'était annoncé il y a combien de temps ? Je ne dis pas de bêtises, il y a 3 jours, quelque chose. Ah oui, je ne l'avais pas vu passer. Peut-être même pas, oui. Alors pour revenir effectivement, Julien, sur ce que précisait Claude sur la copropriété, la visio maintenant en AG, est-ce que ça va changer aussi la manière dont les copropriétaires vont prendre des décisions, vont agir ? Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment appliqué ? Est-ce qu'il y a des premières assemblées générales qui ont commencé en visio ?
Alors oui, effectivement, surtout que là, la pandémie a été un accélérateur parce qu'il y avait donc des dispositions dans la loi Elan depuis 2018 qui permettaient effectivement de tenir les assemblées générales en visioconférence, ce qui était déjà une contradiction puisque normalement une assemblée c'est fait pour se réunir et on doit être présent pour discuter de la vie de la copro, mais effectivement la loi de Elan avait permis ces assemblées, mais il fallait un vote préalable de l'Assemblée pour autoriser l'Assemblée générale en visio, et puis il fallait voter des devis sur l'opérateur, sur le système de vidéo et tout ça. Et la pandémie a été un accélérateur puisque une ordonnance qui est du 25 mai a autorisé les syndics à passer outre le vote de l'AG et à organiser des assemblées générales par visioconférence. C'est autorisé jusqu'au 31 janvier 2020. Pardon. Et il semblerait qu'il y en ait eu quelques-unes depuis, sachant que là encore, on est dans le problème est plus, on va dire, pratique. C'est-à-dire que dans les copropriétés, il y a des personnes de tout âge notamment, et c'est vrai que tenir des copropriétés avec des personnes qui ne sont peut-être pas faciles, qui ont un petit peu de difficulté avec les outils numériques et tout ça, pour l'instant c'est très peu développé, mais c'est vrai que dans les petites copropriétés avec des gens bien équipés, ça peut être un moyen effectivement de minimiser les coûts d'assemblée générale et de prendre des décisions plus facilement et plus rapidement. Oui. Est-ce que vous, à l'USH, vous êtes aussi copropriétaire dans certains bâtiments et vous êtes dans des copropriétés aussi. Donc, est-ce qu'il y a déjà des visios auxquelles vous avez participé en assemblée générale? À ma connaissance, non, mais on est assez souvent copropriétaire. Donc là, on écoute et on fera comme le syndic et comme les copropriétaires veulent. Après, on sera plus facilement, on s'adaptera assez facilement à ce sujet-là. C'est une bonne chose, je pense que c'est une bonne chose pour l'ensemble des copropriétaires, y compris des copropriétaires professionnels. Ouais. Et à ma connaissance aujourd'hui, je n'ai pas de remontée suffisamment d'informations pour vous dire si ça a déjà été réalisé. Non, mais les copropriétés qui ont réalisé, c'est celles qui avaient anticipé, comme l'a dit Julien, c'est-à-dire qu'elles avaient voté déjà le principe et le système et son coût. Hein, donc, mais elles avaient vraiment anticipé. Les autres étaient bloqués jusqu'à cette ordonnance du mois de mai. C'est pour ça que c'est maintenant que ça va décoller ce système. Et on s'oriente, vu la tendance, étant donné été témoin, Xavier, où le présentiel va rester dominant. Il y aura quelques personnes connectées à distance et puis il y a aussi le vote par correspondance. Mais pour ces personnes, les quelques personnes qui voudront se connecter à distance, il faut quand même prévoir des moyens par rapport à l'objet de la conférence, si vous voulez. Donc, il faudra trouver une solution technique. Et en copropriété, on n'est pas tous, toutes ne sont pas très bien équipées pour assurer cette solution technique. Alors, soit on ira chez le syndic, soit on aura une salle spécialement équipée. Mais voilà, donc la question se pose maintenant. Oui, là, tu fais appel, tu fais référence à une étude que vous avez faite sur le présentiel et le visio, parce que les nouveaux usages, effectivement, ce qu'on pouvait se dire juste avant tu vas y répondre, Claude, c'est qu'on pouvait se dire en termes de nouveaux usages aussi, tout le monde doit vouloir la visio, mais c'est pas forcément le cas. C'est ça, vous avez fait une étude là-dessus. Ouais, hein. Oui, le sondage montre que beaucoup préfèrent le présentiel. Hein, et la visio, beaucoup moins parce qu'il y a des problèmes techniques, parce qu'il y a des personnes, comme l'a dit Julien, qui ne sont pas aujourd'hui familiarisées avec tous ces outils. Voilà. Donc, mais on va, dans beaucoup de copropriétés, on va aller vers une solution mixte, c'est-à-dire du présentiel, du numérique et du vote par correspondance. Il faut dire aussi que, excuse-moi Xavier, c'est vrai que dans les copropriétés, va se poser la question de la régularité du vote en visioconférence. Et en plus, s'il y a de la visioconférence et du présentiel, là, c'est vrai ça va être un très très gros souci. Donc dans les copropriétés, on va dire conflictuelles, c'est sûr et certain que la visioconférence risque pas de se développer parce que les gens voudront être présents pour s'assurer que tout se passe bien. Oui.
au niveau Alban, dans les logements, finalement, comme les gens sont plus dans le logement, comme ils télétravaillent, est-ce que du coup, on peut imaginer que ça a des impacts sur le logement en lui-même? Parce que finalement, on avait dimensionné des immeubles pour avoir des personnes qui sont plutôt là le soir, qui dorment dans leur logement, bon, même si on vit aussi dans nos logements, mais en tout cas, là, maintenant, on a des bâtiments dans lesquels les personnes sont toute la journée dans ce logement. Est-ce que du coup, ça vous amène à réfléchir sur repenser le logement? Ouais. Je pense que c'est des idées, c'est des questions qu'on va se poser. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt encore pour y répondre avec certitude, mais effectivement, on peut penser que la conception des bâtiments futurs peut nécessiter d'avoir des coins bureaux, peut-être, par exemple. Aujourd'hui, voilà, enfin, c'est des choses qu'on va commencer à réfléchir, mais pas qu'au logement social. Je pense que tous les architectes et tous les concepteurs de bâtiments, les maîtres d'ouvrage donneurs d'ordre vont commencer à réfléchir à ces solutions-là, effectivement. Ouais. Sur le maintien à domicile, là, vous avez mis en place des choses, tu en parlais tout à l'heure dans les nouveaux usages, vous avez mis en place des choses concrètes qui permettent d'assurer le maintien à domicile? Oui, il y a des expérimentations sur justement l'équipement. Alors, c'est des équipements qu'on pourrait qualifier de domotiques avec une capacité d'alarme et d'urgence pour prévenir un proche ou une structure. Des équipements plus faciles, électrification des volets roulants, des automatisations de porte palières, potentiellement aussi des aménagements sur les meubles dans les salles de bain avec des meubles mobiles, la détection de chute. Il y a des matériaux et des matériels qui se développent sur la détection de chute à travers certains sols particuliers. L'éclairage qui s'allume aussi Ah oui. rapidement. Voilà, donc il y a aujourd'hui la fibre optique qui nous permet de donner, permet de transformer vers de données. Il y a aussi beaucoup de sujets qui se développent sur l'aide à domicile. Marie-Laure, on parlait, vous aviez fait une enquête, vous, sur le Covid et le logement. Ou tout au moins la région avait fait une enquête. On avait dit que peut-être vous pourriez aborder un peu les résultats de cette enquête. Oui, mais alors donc c'est l'Institut Paris Région, en fait, tout l'institut en fait qui a fait une enquête qui est donc avec plein de résultats, etc. Mais il y avait 3 chiffres que j'avais trouvé intéressants en fait. C'est une enquête auprès des Franciliens sur le confinement et l'après-confinement. En tout cas, dans cette enquête, il ressort que 39% des actifs franciliens ont eu recours au télétravail pendant le confinement. Ah, un petit problème de... On vous a perdu, Marie-Laure. Après, pour ce qui se passera après le confinement, ça dépend. Allô? Oui, là, on vous avait perdu et là, c'est revenu. Là, on vous entend. Non. Ah ben non. Vous m'avez perdu où? Après le confinement, on a pas... Donc 3 chiffres, 39. Ah ben non, ça marche pas. On vous entend pas. Et là? Et là, ça marche, mais voilà, c'est un peu... Voilà, on vit effectivement les nouveaux usages dans les logements en direct. Peut-être. Moi, je vous entends super bien en fait. Peut-être couper votre vidéo, comme ça va redonner un peu de bande passante. Exactement, j'arrête la vidéo. Voilà. Donc déjà, 3 chiffres. 39% des actifs franciliens qui ont eu recours au télétravail. Ouais. Un francilien sur 6 qui envisage de changer ses comportements de mobilité une fois l'épidémie passée et aller plus vers des véhicules électriques, que ce soit des véhicules légers ou des vélos. Et à savoir qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de l'Avéré qui sont sorties là, il n'y a pas longtemps, avec plus 33% de véhicules électriques vendus, immatriculés en France par rapport à la même période l'année dernière. En ce qui concerne aussi le véhicule électrique, il y a aussi ces primes vélos électriques aussi qui font bien bondir aussi les achats de vélos électriques actuellement. Et puis, par rapport aux usages numériques dans le logement, vous savez qu'il y a eu la téléconsultation médicale qui s'est pas mal développée aussi dans
pendant cette période et 41% des Franciliens pensent recourir de nouveau à la téléconsultation médicale à partir de maintenant. Oui, oui. Alors pour revenir sur le vélo et les trottinettes, hein, on voit l'explosion finalement de ces usages qui sont faits. Et du coup, ça pose la question aussi de l'aménagement du bâtiment à ces nouveaux usages de mobilité. Est-ce qu'il y a des grosses demandes de la part des occupants des logements? Alors je fais un témoignage, c'est que moi, là où j'habite dans Paris, je vois effectivement les gens qui rentrent avec leurs trottinettes, le local vélo qui déborde aujourd'hui de vélos électriques ou autres. En tout cas, il n'y a pas assez de stationnement clairement pour positionner ces achats massifs qu'il y a. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, effectivement, il y a une demande qui commence à se faire jour. Alors, ça va être plus facile, effectivement, dans le neuf, parce que dans les bâtiments anciens, ce n'est pas toujours évident à réactiver. Il y a cette idée de partager un petit peu l'espace aussi qui est de plus en plus qui est de plus en plus demandé par pas mal de gens, pas que dans le logement, mais notamment. J'ai un exemple qui était assez intéressant, qui était dans le concours Réinventer Paris, où il y a eu l'idée de savoir comment aider les habitants d'un immeuble à faire de meilleurs choix pour eux, pour la collectivité, pour l'environnement. Oui. L'exemple d'un immeuble qui s'appelle Nudge et qui donc va avoir énormément de services partagés. Donc moi, c'est ce que j'appelle aussi la sobriété collaborative, mais je pense que c'est pas le sujet, mais on est quand même là-dedans. C'est important à côté du développement des usages de développer aussi la sobriété. Donc ça veut dire sobriété collaborative, le partage. Et donc, notamment, ça va être le partage de terrasses, le partage des buanderies, le partage d'un jardin. Les buanderies collectives, ça n'existe pas vraiment en France, non, encore moins en Île-de-France. Donc, des terrasses partagées, des bornes électriques partagées également, qui peuvent aussi démarrer depuis les particuliers. Hein. Il y a une entreprise en Île-de-France qui avait d'ailleurs eu une subvention la région là, dans le cadre d'un programme d'innovation qui s'appelle InnovUp, et donc, qui propose en fait à des personnes de mettre d'acheter des bornes de recharge collaborative. Donc elles peuvent garder pour elles ou mettre à disposition ou de la collectivité ou des autres. Donc ça, ce sont des tendances en fait qui se développent et qui vont sans doute continuer à se développer, enfin on l'espère, à la faveur du temps, de l'ère du temps. Oui, Alban, au niveau des vélos et des bornes. Alors je sais aussi, juste avant que tu rebondisses, Alban, Marie-Laure, il y a aussi dans les rues, je pense que c'est la ville qui installe des abris vélos aussi, hein, sécurisés, qui permettent de mettre des vélos devant le bâtiment. Alban, les vélos dans les vélos électriques, les trottinettes, enfin, toute cette explosion d'équipements pour cette nouvelle mobilité, est-ce qu'on peut y répondre aujourd'hui? Est-ce que ça pose des problèmes? On a deux cas. Il y a la problématique du stock et du flux. Pour le bâtiment neuf, sans la loi LOM doit être traduite en décret sur ce sujet-là du stationnement vélo dans les futurs programmes. Donc c'est en cours de concertation. Et dans les programmes neufs, on aura certainement la nécessité d'avoir des stationnements dédiés au vélo plus adaptés. Malheureusement, la construction neuve en zone urbaine, c'est une part infime du besoin. Et là, si on reprend l'exemple parisien ou d'autres grands centres-villes de grandes villes, on n'a souvent pas de place en rez-de-chaussée, pas toujours un parking souterrain, donc pas toujours la capacité de créer un local en sous-sol, et souvent pas de place en rez-de-chaussée. Donc je pense qu'effectivement, il y a un besoin qui se fait sentir, qui est important. Assez souvent, nos immeubles anciens sont peu pourvus de locaux qui nous permettraient de répondre à cette demande-là. Et par contre, effectivement, moi, je pense qu'il y a un besoin réel de parcs de stationnement sécurisés sur voies publiques, sur parking public, certainement. Si on veut continuer encore amplifier l'utilisation du vélo, il faut rendre de la facilité. Donc, descendre un vélo par un escalier en sous-sol, c'est pas très simple. Avoir une place de stationnement sécurisée en pied d'immeuble sur domaine public quand il y a les capacités, je pense que c'est une bonne solution.
Ouais. J'en ai vu un premier là. Traiter le parc existant. Près des gares, on voit la SNCF développer ce type Ouais. de lieu près des gares, ce qui est effectivement très intéressant. Mais là aussi, hein, là, je reprends un peu l'exemple que tu disais, l'exemple personnel. Il y a aussi un autre sujet, c'est que garer son vélo le soir près de son domicile, c'est une chose, mais l'utilisation du vélo, ça veut dire aussi que dans le monde du travail, on a cette capacité-là. Pour éviter que le vélo, on peut le garer près de chez soi, mais il faut aussi qu'on le garde dans la journée près de son lieu de travail. Et je pense qu'il faut un développement commun de ces solutions-là pour qu'on puisse développer le vélo. Ouais. Julien, là, je me pose du côté juridique. Je suis copropriétaire, je suis locataire. J'ai envie d'avoir un véhicule électrique. Quels sont mes droits ou avoir une place de vélo? Est-ce que du coup, est-ce qu'aujourd'hui on voit des premiers recours de gens qui se disent, face à tous ces nouveaux usages, je fais valoir certains droits. Alors, on a un droit à la borne dans la copropriété, mais les expériences qu'on a vues quand des copropriétés ont voulu faire installer des bornes dans les sous-sols, dans les garages, enfin les parkings, pardon, des copropriétés, le problème, là encore, s'est heurté à des considérations pratiques et notamment sur la capacité électrique, en fait, de la capacité de l'installation électrique de la copropriété qui en fait ne pouvait pas supporter la mise en place de bornes électriques pour les véhicules. En ce qui concerne les vélos, comme on vient de le dire, il y a très peu de copropriétés effectivement où il y a des locales vélos et c'est essentiellement les copropriétés modernes, celles qui ont à peu près environ 40 ans. Moi-même, dans ma copropriété, il y a un local vélo, il est plein à craquer, c'est la guerre pour avoir une place et c'est vrai que ça va poser le problème de la réécriture du règlement de copropriété, de la description des parties communes. Il est vraisemblable qu'on va avoir des discussions sur l'affectation d'une partie commune, quelle qu'elle soit, à ces nouveaux usages, et notamment les parkings les places pour des vélos, pour des trottinettes, qui ne peuvent pas aller dans les appartements, qui sont interdits pour des raisons de sécurité dans les cages d'escalier ou dans les paliers. Et donc, je pense que les problèmes vont plutôt être là, c'est-à-dire que les gens vont faire la demande, vont s'apercevoir qu'il y a une impossibilité technique ou matérielle, et ça va entraîner des débats au sein des copropriétés sur finalement la destination de l'immeuble, sa désignation, la façon dont il est construit. Et donc, je pense que c'est un débat qui va arriver bientôt parce qu'effectivement, il va falloir trouver de la place on ne peut pas laisser les vélos dehors, on ne peut pas laisser les trottinettes dehors, il faut pouvoir les rentrer et on ne peut pas les rentrer chez soi. Donc, à mon avis, c'est des débats qui vont arriver très rapidement et à mon avis, de façon assez massive dans les copropriétés dans les mois qui viennent. Ouais. Claude, au niveau des copropriétaires, leur demande, est-ce qu'on voit des conflits émerger aujourd'hui? Là, on parlait de nouveaux usages au sens large, hein, de certains qui veulent de la vidéosurveillance et finalement on l'installe pas, de certaines personnes qui disent qui veut mettre son vélo, et on n'a pas la place pour le mettre. Est-ce qu'aujourd'hui on voit émerger est-ce que tu penses que dans la copropriété, ça va amener des conflits, tout ça, ces nouveaux usages? Enfin, d'abord, c'est une question à traiter, effectivement. Les copropriétés qui n'ont pas de local pour vélo se posent la question de comment créer un local. Ils en sont là, si vous voulez. Et ceux qui ont le local, mais des fois il y a des locaux qui servaient pour les poussettes, le local poussette, des choses comme ça, et ils regardent comment le transformer en local mixte pour pouvoir accueillir les vélos, parce que si le règlement de copropriété l'interdit, comme l'a dit Julien, mais tu peux pas, il faut modifier le règlement de copropriété pour que tu aies l'autorisation d'utiliser le local poussette ou le local caddie pour... Bon, aujourd'hui on en est là, bon, j'ai pas vu remonter de conflits, mais plutôt des questionnements sur comment je peux créer un local vélo, ou est-ce que je peux récupérer une place de parking pour faire un box fermé, vous voyez. Donc voilà, on en est dans ces interrogations. Sur la vidéosurveillance, ce qu'on voit se développer, c'est, vous savez ce qu'avant les systèmes de contrôle d'accès à base d'interphone, il y a de plus en plus de personnes qui demandent la vidéo, toujours et c'est un peu
accentué par le Covid parce qu'on ne voulait pas laisser rentrer n'importe qui. On voulait être sûr que la personne qui avait sonné, parce qu'on connaît la technique, hein, je sonne là, chez Monsieur Pouet, il va m'ouvrir la porte, et puis, mais je ne vais pas voir Monsieur Pouet, je vais voir X, Y, Z. Bon, voilà. Donc, il y a donc ce développement de la vidéo, plus bon, la vidéosurveillance aussi, donc avec toutes les contraintes que ça pose, parce que tu ne peux pas filmer une porte palière, tu ne peux pas filmer dans la rue. Enfin, bon, mais effectivement, il y a aussi ces questionnements, ces inscriptions à l'ordre du jour, hein, d'installation de systèmes de vidéosurveillance. Mais bien, enfin, jusqu'à présent, c'était surtout suscité parce qu'il y avait des actes de vandalisme, des personnes qui pénétraient sans autorisation ou comme ça, quoi. Donc, si la copropriété, ou pour le dire autrement, je me suis peut-être mal exprimé, mais si dans les copropriétés qui fonctionnent normalement, où il n'y a pas ce genre de problème, il n'y a pas aujourd'hui de demande de vidéosurveillance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton questionnement. Oui, oui. Hein, voilà. C'est plus mieux maîtriser l'accès. Hein, et alors, sauf s'il y a des actes de vandalisme, évidemment, mais autrement, il n'y a pas une demande forte de vidéosurveillance. Voilà, je vois Marie-Laure qui se sert à fond du chat, qui partage les documents. Effectivement, merci Marie-Laure pour le plan de relance avec tout le monde, vous les partagez. Et effectivement, l'étude que vous citiez, on pourra la télécharger. Je vois le temps qui est court, mais on court toujours ou on court après le temps. Ça dépend comment on se positionne. Voilà, moi je crois qu'on peut arrêter là et vous remercier. Peut-être Marie-Laure, vous pouvez essayer de mettre votre caméra, comme ça on pourra vous voir une dernière fois avant de se quitter. Ah voilà, là on n'a pas besoin de trop de débit pour vous voir. On peut arrêter là. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette table ronde. On voit qu'il y a quand même des sujets qui sont ouverts. On voit le Covid, tout ça, ça accélère un peu tous ces nouveaux usages dans la copropriété. Merci pour votre participation. Alban Charrier pour l'USH, Julien Baumgartner, avocat, Claude Pouet pour l'ARC et Marie-Laure Falque-Massé pour la région AREC. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée.